Ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré. Ça fait 2 mois. Je suis comme nerveux. C'est comme si Fait on... que, As-tu oublié plus qu'une fois de réserver? Non, on n'était pas dispo. Il dit Joe, on t'a oublié. J'ai Ouais, fait que ce soir, on est là. Écoute, je fais appeler que ça, c'est pas Mais tous les chemins mènent au podcast. Fait que nous voici, nous voilà. Bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. Quasiment 1 an après l'année passée, direct. Je pense qu'on avait enregistré un épisode avec toi, genre à la... Ouais. Ça fait 1 an. Depuis ce temps-là, t'es rendu gradué. On pourrait quasiment en parler de ce qu'on a discuté versus là, parce que ce qui est drôle, parce que ce qu'on a discuté, c'est ça qui est arrivé. On avait parlé de... surtout de la RAG, la préparation de la RAG. On avait parlé un petit peu du magazine, mais vraiment la prep, fait que c'est cool. Là. Ouais, c'est vrai. Tu commençais ta préparation pour la RAG 300. Ouais. Ton premier gros événement de vélo de route, d'ultra. Puis là, je pense que t'as aimé ça parce que tu fais la 500 cette année. Ouais. Ça enregistre-tu? Ça enregistre, ouais, c'est parti. On est comme ça. Nous, on est... T'as commencé avec un gros fuck. Première affaire. On le coupe pas au montage. Ouais, ben dans le fond, ouais, effectivement, on s'était parlé avant la RAC. Tu vois, cette année, j'étais un petit peu en retard sur mon training parce que le printemps arrive pas. Hein? On est en avril, puis ça finit plus de finir. Mais quand je regarde en termes de kilométrage, c'est très similaire. Mais je sens un petit peu que je suis en arrière cette année. Parce que fort probablement que le gap entre le 300 et le 500 est quand même important, dans le sens qu'il y a une partie nuit beaucoup plus importante, à mon humble avis, mais il faut vraiment que j'y aille graduellement, parce que oui, la RAC, c'est en août, mais il y a un autre événement, en fait, 2 événements en importance au printemps. Donc, il y a, bien entendu, Gravelooza qui s'en vient. Et je participe au OG Classic, qui est la qualification pour le championnat du monde. C'est quoi ça, l'OG Classic? OG Classic, c'est une étape de la UCI Gravel Series, qui est la série officielle de l'UCI pour la gravel. Et une des qualifications pour le championnat du monde se passe en Outaouais, qui est la OG Classic. Donc, j'essaie... On va espérer, je vais me croiser les doigts, mais le premier 25% des gens qui terminent, donc les 25% du premier... Par catégorie d'âge, par catégorie d'âge, peuvent à ce moment-là être éligibles à participer au championnat du monde. Donc, ça, c'est comme ma première mission. Puis après ça, et parallèlement à ça, je vais commencer à rajouter beaucoup plus de distance, mais pas juste sur un vélo de route, mais sur mon vélo de gravel aussi, pour être capable d'accomplir les deux, tu sais. Mais je pense que ça va être le fun, mais les restes que j'ai pas... Après ça, tu sais, le prochain événement, après ces événements-là, plus de courses, c'est vraiment la Race Across Québec, parce que je veux pas m'overloader non plus, puis être pas en mesure de pouvoir bien m'entraîner pour la Race Across Québec, qui est l'événement que je prends extrêmement au sérieux, un peu comme l'an passé, puis encore plus cette année, parce que c'est une distance beaucoup plus importante que j'ai jamais faite encore. Fait que je pense que ça va être un défi fort intéressant. C'est quand la OG? 2 semaines après le Gravelooza, je pense que c'est la donc 3e. là, tu fais Gravelooza, OG, c'est combien de kilomètres, ça? La OG, c'est 130 km. OK. Ouais, pas mal comme les distances UCI, là. standard. Là, t'as quoi, à peu près 2500 2500 mètres de dénivelé. 2300 quelques, exactement. Ça va rouler à fond dans le tapis. Ouais, c'est ça qui... ouais, c'est ça. Là, on est en avril, donc je vais arriver ça rapidement. Puis c'est pour ça qu'aussitôt que je quitte ici, je descends pour 3 jours en Estrie m'entraîner. Ce soir? Ouais, mes choses sont dans le camion, puis je pars après. Tu pourrais rouler toute la nuit à soir pour t'entraîner pour la RAC. Ouais, sure. Après 50 heures en 4 jours. Ça, c'est de l'ultra, ça. Ouais, c'est de l'ultra work. Je me demande, pour un gars qui a jamais fait un 500 en course, penses-tu que le gap, il va être plus physique ou mental entre le 300 et le 500? Moi, je pense que ça va être beaucoup des deux. OK. Parce qu'à un moment donné, je pense que si tu... je pense que si ton mental est fort, ton physique va continuer de suivre.
Parce qu'à mon âge, c'est un peu comme de l'ultra-trail. Là, des fois, j'écoute un petit peu de vidéos de gens qui font de l'ultra, puis tu vois qu'à un moment donné, là, ça... Ils ont comme un drop, puis il faut qu'ils se regen, puis que ça repart. Fait que je vois ça un petit peu de la même façon. Mais ouais, je pense que le mental va être aussi important. Peut-être plus important que le 300. Quoique le 300, je m'étais même surpris moi-même au niveau de... C'était comme un management global, mais mon mental n'a pas eu à embarquer tant que ça, à me dire, OK, go, parce que ça allait bien. Fait que, tu sais, j'avais respecté mon pace que je m'étais donné. Je savais très bien que je n'allais pas faire de podium. Puis ça a bien été d'un bout à l'autre. Fait que ça, j'ai été très, très content à ce niveau-là. Pour commencer, là, si tu peux nous résumer un peu, tu nous avais parlé de ta stratégie de préparation du 300 km. Comment ça s'est passé finalement avec comment t'as planifié ça? Puis comment ça s'est concrétisé pendant la course? En fait, moi, la stratégie numéro 1 que j'avais, c'était sûr que durant l'hiver, c'était de faire beaucoup plus de dénivelé qu'à l'habitude. Donc, parce que à la base, comme je disais, j'aime beaucoup en faire, mais je suis pas le meilleur. Première étape. Deuxième étape, après ça a été de commencer à mettre du kilométrage de plus en plus long, si on veut. Puis vous aviez suggéré, je pense, une boucle, un 200 quelques kilomètres, là, genre de boucle d'entraînement que j'avais fait. Qui était à mon humble... C'était la boucle du 200 du premier 500. Ouais, je pense que c'était ça. 210 kilos, 2200, quelque chose de même. Puis ça avait super bien été. Donc, puis ça, c'était peut-être un mois avant. Fait que je savais que, OK, bon, mais tu sais, je suis capable de le faire. T'as fait 70% de la distance à l'entraînement aussi, là. Exact. Puis, tu sais, je mettais aussi beaucoup d'entraînement back-à-back sans nécessairement avoir tout le temps des grosses distances, mais je pouvais faire, mettons, du lundi au jeudi, des 50 kilos à haute intensité, puis packer, mettons, un vendredi, un 110 kilos pour être capable de rouler sur des jambes un peu moins fresh, un peu plus fatigué pour voir ce que ça donnait aussi. Parce que si tu t'entraînes tout le temps avec trop de récup, ton corps, tu peux pas te gager à savoir si ton corps va être capable de le prendre ou pas. Fait que ça a été aussi un bon entraînement. L'alimentation aussi. L'alimentation, tu vois, c'est quelque chose qu'il va falloir que je réajuste un petit peu. Tu sais, j'avais comme un gros plat de bonbons puis d'affaires, mais le problème, c'est que j'ai pris une grosse bosse puis c'est vidé rapidement. J'avais des spares, mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines affaires dans ce pot-là que mon estomac, à un moment donné, a fait « Ouais, non, là, il faudrait que tu manges d'autres choses. Fait que ça, c'était intéressant à voir. Le sirop d'érable a été un carburant extraordinaire, bien entendu. Mais sinon, tu sais, au niveau nutritionnel, ça a bien été. Mais tu sais, il faut être extrêmement conscient qu'entre 300 et 500, tu vas brûler beaucoup plus de gaz que tu penses. Fait que, tu sais, la cadence est importante, le respect, tu sais, de travailler ton rythme cardiaque est encore plus important. Fait que j'analyse comme j'ai jamais analysé autant mes données sur mon rythme cardiaque, ma cadence, puis mes power par distance. C'est extrêmement intéressant comme données que j'analysais pas du tout avant pour voir, OK, mais si tu veux te rendre à un 500, tu sais, voici peut-être comment tu devrais ajuster ton entraînement, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, c'est intéressant. Mais tu sais, tu peux pas faire juste de la grosse distance. Faut que tu fasses aussi de l'intensité pour voir qu'est-ce que ça donne, puis tout ça. Fait qu'il y a une grosse variation au niveau de l'entraînement. Mais la distance va avoir le temps aussi. Là. Exactement. Puis on travaille tous, là, je veux dire, j'aimerais ça être capable de faire des entraînements 6 heures de temps un mercredi, mais tu sais, je dis, moi, mes entraînements, c'est d'aller travailler le matin avec un sac à dos, quand il pleut à Sio, puis de faire le ponchant à Jacques-Cartier, puis le soir, quand je suis brûlé de la job, retourner chez nous. Tu sais, c'est... Je pense que les gens, ils glorifient les gros trainings, mais pour moi, de faire mon 30 kilos à 6 heures le matin avec mon laptop sur le dos pour aller travailler, faut avoir le temps, là. Moi, j'ai la chance. C'est sûr que oui, j'ai 3 entreprises, puis en plus, je travaille. Cependant, j'ai la chance d'avoir un employeur, le groupe Duclos, pour lequel je travaille, qui sont extrêmement conscients de de l'importance de mon sport et de mon activité dans ma vie personnelle. Donc, c'est sûr que si je suis en mesure de terminer plus tôt parce que je vais m'entraîner, eux, ils respectent ça à 100%. Donc, c'est sûr que ça l'aide, mais il reste que
que j'ai quand même des responsabilités en tant que manager et en tant que propriétaire. On a quand même des entreprises, on a des vies, des enfants, des choses comme ça. Fait que c'est sûr qu'il faut essayer de tout manager ça. C'est pas toujours évident, mais à un moment donné, pour ma part, je suis célibataire, pas d'enfant. C'est sûr que ça l'aide un petit peu plus. C'est clair. Ça l'aide un petit peu plus. C'est pour ça, moi, je m'en vais faire la race Cross Paris. Ouais, il s'est ramassé des airs lousses. Il n'y a personne. Exact. Mais non, puis tu sais, c'est des trucs qu'on se rend pas compte, puis... Moi, quand je faisais du vélo, quand j'étais plus jeune, dans le sens où j'avais une blonde, où j'étais célibataire, mais je m'entraînais. Quand je partais 2-3 heures, puis j'allais rouler, puis je pensais à rien. Exact. Là, tu vois, à midi, là, déjà, j'ai checké la météo parce que je me suis dit, OK, là, si je roule pas là, il va pleuvoir. Ouais. J'allais rouler 1h30 à midi, mais 1h30 à midi... j'ai, pense, 2 clients qui m'ont appelé, ils m'ont laissé un message, je les appelle après, mais tu sais, j'ai pas répondu. Je vais rappeler après, mais OK, pourquoi il m'a appelé et tout. Là, t'as les courriels qui pop et tout, tu sais, t'es un peu sur le qui-vive, là. Donc, finalement, ton 1h30, là, il était pas à 100% sur le vélo. Je suis content, là, j'ai fait 40 kilos, j'ai roulé 1h20, là, c'était parfait. Ouais. Mais, j'étais pas à 100%. Okay, avant, c'était comme, OK, là, j'ai capteur de puissance, machin, ou fréquence cardiaque, j'ai mon intervalle, je le suis. Maintenant, c'est impossible, là. Mais, tu sais, faut vivre avec ça. Je pense qu'il faut savoir comment gager ça, puis essayer d'en faire un peu à chaque jour, là. Puis, tu sais, ce sera jamais idéal, t'arriveras jamais à faire 100% de tout ça. De toute façon, quand t'as un dossard sur le dos, quand t'as un numéro sur le bike, c'est pas la même chose que... Quand tu te lèves le samedi matin pour aller rouler 100 km dans le champ, là, tu sais, t'as 20% d'énergie de plus parce que c'est ton événement et tout. Mais tu sais, c'est difficile là, de faire beaucoup de volume d'un coup, aller faire des grosses sorties et tout. Là. Ouais. Ça, j'écoutais un podcast cette semaine, justement, c'était le gars Blaise là, de la clinique du coureur là, qui disait, tu sais, courir, là, je te conseille d'avoir une stratégie de tu cours tous les jours. Ouais. Parce que tu vas te dire, tu vas courir 7 jours, mais il y aura sûrement un jour que tu n'iras pas courir. Ouais. Puis même 5 minutes, tu cours 5-10 minutes, là. Je sais plus combien il disait, mais tu sais, genre 5 ou 10 minutes, là, 5 minutes, ça représente tant de flexion de ta jambe et de saut, là. Tu sais, faut pas le négliger, là. Non. Puis si tu fais ça tous les jours, plutôt que de rien faire, puis de dire, je vais pas aller faire du sport pour 15 minutes ou 20 minutes, finalement, en bout de ligne sur l'année, là, t'as perdu tellement de cumul de temps, là, puis c'est fou, là. Puis moi, pendant longtemps, j'ai eu ce réflexe-là parce que avant, tu sais, t'enregistrais rien sur ce travail et tout, là. Tu marquais sur un carnet. Mais si je fais en bas d'une heure d'entraînement, tu le notais pas. Tu sais, un commuting, tu le notais pas. Tu notais pas. Moi, j'avais jamais noté mes commuting. Pourtant, j'allais tous les jours au travail, puis je faisais 10 bornes le matin, 10 bornes le soir et tout. J'ai réalisé, je pense récemment que c'était 20 km aller, 20 km retour, avec un bike de downhill dans les fin 90, début 2000. C'est parce qu'il y a un peu, je faisais mon 8 heures à pousser des paniers, puis ramasser des canettes, puis je redescendais chez nous avec mon vélo. Tu sais, j'étais j'avais jamais pris le temps de regarder parce que c'était pas chaque important. mouvement compte là, tu sais, puis exact. Ça fait une différence là. Exact. Mais je vais revenir sur un point que tu as parlé. Moi, Quel point? Calme-toi, toi. Non, calme-toi, Jessica. Bon, je suis pas ton enfant, moi, OK? Je te dois rien, moi. T'es pas mon père. Tu parlais que tu t'as jamais checké autant ta fréquence cardiaque, ta puissance et tout. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, je suis dans l'opposé en ce moment. J'ai jamais moins regardé ma puissance, puis mon rythme cardiaque et tout. Tu sais, quand je m'entraîne sur Zwift, genre, je vais faire des entraînements avec des intervalles, fait que je vais clairement regarder ma puissance et tout. Tu comptes les points de pizza? Non, je pense qu'ils les donnent plus les points de l'épisode, mais je pense qu'ils ont arrêté. Mais quand je suis sur le bike pour de vrai, je roule vraiment au feeling, genre. Puis j'étais curieux de savoir pourquoi toi tu t'étais en mode zone cardiaque et tout. En fait, je le regarde après, mais pas pendant. OK. Cependant, à un moment donné, quand tu regardes, tu sais, mettons le intelligence, whatever, là, c'est intéressant l'information qu'il te donne. Cependant, je suis pas quelqu'un qui va en faire une maladie. Okay. C'est une référence parce que
bon, dans ton entraînement, tu sais, comme là, ces temps-ci, j'essaie de rouler où je peux. Donc, là, je roule beaucoup dans des zones résidentielles où il y a beaucoup de stop and go. Mais c'est un peu le phénomène de l'intervalle. Bien sûr, tu fais tous tes stops, bien évidemment, avec un pied déclippé au sol, gauche, droite, même gauche. Là, tu sais, mais c'est intéressant de voir l'impact que ça avait de faire ça. Je ne savais pas que ça avait autant d'impact. Puis j'étais comme, aïe, OK, t'as peu, là. C'est autre chose. Mais sinon, tu sais, c'est pas quelque chose qui dans le sens que hyper important pour moi. C'est un point de référence, mais c'est tout. J'y vais beaucoup au feeling aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu peux pas rouler tout le temps le pied dans le fond. Ce que je faisais peut-être un peu trop des fois. Là, je me rends compte que de jauger, ça l'aide beaucoup. Le pacing, entre autres, à cause du race across aussi, de dire, t'as peu, là, si tu gunnes comme un animal, faut pas que tu oublies, t'as encore 12 cols à monter, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant, je sais pas, moi j'avais l'opposé où ça me freinait dans le sens où comme je dormais avec ma montre, puis si ma montre me disait que j'avais mal dormi, je me mettais dans un mindset de j'avais mal dormi, fait que j'étais comme you know what, fuck off, moi je vais juste enlever ma montre, je suis tanné de cette affaire-là, j'ai vendu mon power meter, je porte juste ma montre pour avoir un casque quand je m'entraîne sur Zwift. Puis tu sais, des fois, comme j'ai fait une run en fin de semaine, puis on était 4 gars, puis il y en a un qui a commencé à donner du gaz, quand même tôt dans l'arrêt, puis moi je réalise en vieillissant que je suis un diesel, genre mon premier 50 km, là, je suis comme, je suis là, je suis comme, mais semble j'ai pas de gaz, j'ai les jambes lourdes, là, je suis comme, Chris, mon rythme cardiaque monte pas, puis là, on dirait que j'arrive à comme 50-60 km, là, pouf, j'ai un souffle, là, mais c'est malade, ça sauve et tout, puis je suis comme, Chris, c'est le fun, mais on dirait que si j'ai pas mes données dans ma face, j'écoute plus mon corps, puis là, je réalise des choses. Non, mais c'est ça, moi, je trouve ça parfait, puis dans une société où tout le monde met son FTP partout, tout est monitoré, tout le monde check les zones et tout, je suis comme, on peut-tu juste fucking faire du bike? Puis 100%. Tantôt, j'écoutais un podcast britannique, je sais plus du nom, mais Cade Media, anyway, puis il lisait des messages que les auditeurs écrivaient, puis le gars, il disait, c'est fou comment que le savoir, ça peut être genre négatif. Il est comme, j'ai un bike à 15 000 $, j'ai de l'argent, j'aime beaucoup mon vélo, mais j'arrive à m'ennuyer de quand j'étais jeune avec un bike en acier, je connaissais pas trop mes ratios, j'allais faire des cols avec un bike en vieux Campy, puis c'était comme les plus belles rides de ma vie parce que je me souciais pas de ce que les autres allaient penser, je me souciais pas de c'était quoi mon wattage en ce moment. Moi, je m'en soucie. En fait, les gens, je m'en soucie pas vraiment dans le sens où moi, je roule comme je roule, puis souvent, mes amis me disaient beaucoup, je pense que tu te sous-estimes beaucoup comme cycliste. Puis je comprends pas. Puis là, il me donnait des exemples précis, puis j'étais comme, OK, j'ai pas réalisé. Tu sais, pour moi, l'importance, puis souvent, je le dis, c'est ride your effing bike, tu sais. Je pense que les gens, des fois, tombent trop dans le, OK, qu'est-ce que ça me prend pour rouler plus vite? Commence par entraîner ta machine, ton corps, avant de vouloir mettre des roues à 5000 $, sur ton vélo. C'est pas vrai que ça va révolutionner la planète de le faire. Il y a rien qui fait rouler plus vite, à part tes jambes et ton cœur, là. Tu sais, fait que c'est... mais ton corps, là, je veux dire. On dirait que j'ai comme l'impression que les gens essaient de trouver une façon de compenser le fait que peut-être que la réponse à leur question est peut-être plus dans le fitness que dans le matériel, tu sais. C'est ce que je me rends compte avec le temps. Mais non, pour moi, c'est pas... moi, je les partage parce que c'est un plaisir personnel, mais c'est pas en voulant dire « Oh, regardez-moi, tu sais, je sais bien que je fais une ride de 30 km, ça impressionne personne, puis c'est pas grave. » Puis l'analyse de mes données, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Tu sais, je suis très, très curieux au niveau des tout ce qui est biographique ou des choses comme ça. Tu sais, dans mon travail, j'analyse aussi beaucoup de données. Fait que c'est sûr que moi, c'est quelque chose que j'aime, mais j'en fais pas une maladie. C'est un bon reference point, puis ça arrête là. Tu sais, pour moi, c'est que non, j'ai pas poussé tant là. Non, c'est pas grave. Là. T'as-tu du fun? T'es-tu brûlé quand t'as fini? T'as-tu accompli ce que toi tu voulais? Est-ce que t'as ramené t'as-tu ouvert la soupape un peu? Si c'est oui, moi j'ai eu du fun, puis ça arrête là. Ça, c'est un truc. Rouler avec un but. Genre, des fois, comme.
tu es là le matin, puis ça te tente pas d'être travaillé en bike, mais tu te dis, you know what, je vais y aller pareil juste pour me prouver que genre je peux le faire. Après une couple de minutes, souvent, ça tu roules tranquillement, ou des fois je me dis, bon, aujourd'hui je m'entraîne à rouler aéro, fait que je vais rouler sans me pousser du pace, mais je vais vraiment me concentrer sur ma position, puis des fois je suis comme j'ai envie de gonner, fait que je vais. Mais je trouve que quand tu sais, on se prépare, les trois on se prépare à une course, puis genre là, ça fait comme 3 semaines que je roule plus dehors que sur Zwift, thank fucking God. Puis je me dis, bon, aujourd'hui, comment je vais animer ma ride? Ouais. Est-ce que c'est juste comme je vais avoir du fun? Est-ce que c'est genre, je m'entraîne à faire quelque chose? Est-ce que j'optimise une position? J'essaie un nouveau sac sur mon bike, voir comment ça va fitter? Puis ça change tellement tout. C'est comme en fin de semaine, j'ai un problème avec un pneu, j'ai eu un souci avec un pneu, mon pneu a éclaté, puis on roulait quand même fort vent dans le dos. Je me suis ramassé à mettre un 5$ entre le pneu et la chambre à air. Ma première chambre à air que je mets dans mon pneu, la valve elle fend en deux parce que c'est une vieille chambre à air. Fait que là, il fait 2 degrés, il vente ça comme c'est pas possible. Là, je suis comme, OK, j'ai 2 choix. Soit j'appelle ma blonde qui vient de me chercher, soit je trouve un estifi de solution. Puis là, j'étais comme, hey, je m'en vais faire une course en France dans 2 mois. Faut que je me débrouille. Parce que si ça m'arrive, genre dans le trou de cul d'un village, genre à 1h du matin, il y a personne qui va pouvoir m'aider. Fait là, je suis comme, OK, j'ai un billet de banque sur moi, je vais essayer de faire ça. OK, parfait, ça tient. J'ai gonflé pas trop fort mon pneu, puis j'ai fini à rouler. Il me restait 20 km, puis j'ai roulé un peu bumpy parce que j'avais toujours, le pneu n'a pas claqué. Là. Mais j'étais arrivé chez nous, puis j'étais comme, hey, c'est nice. Genre, j'ai un gros problème que 90% des gens auraient juste appelé quelqu'un pour venir les chercher. J'ai trouvé une solution, j'ai fini ma ride. T'étais en mode ultra, là. Ouais. Puis ça, c'est pour ça que moi, j'étais en mode mental, je pense que c'est comme 65% ou 60%, puis physique, c'est comme 40%, parce que, tu sais, j'aurais pu d'avoir les meilleurs jours de ma vie, mais comme si je suis pas capable de me démarrer à ce moment-là, ma ride est finie pareil, puis j'arrive pas au bout, tu sais. Exact, c'est vrai. Fait que c'est beau le mental. Oui, j'ai appris. Absolument. Puis sinon, la course en soi, l'année passée, le 300, comment ça s'est passé? Rentre dans les détails un peu. T'étais stressé. Moi, je me suis le matin à 4h. Là, c'est moi qui fais le clown avec le micro. Là, puis, ce que je n'ai pas dit, c'est que ma Presto-Valve, ce qui visse, a popé à 1 minute avant que je parte. Oh nice. T'étais tout blessé ou t'étais... Non, moi, je roule la tube. Puis là, en tout cas, mon ami Francis est venu m'aider, mais tu sais, j'étais comme, ah non, comment. C'est sur un flat, c'est un peu moins. C'est pas sérieux, là. Puis tu sais, en tout cas, on a réussi à l'arranger, mais un coup que je suis parti, déjà, rouler la nuit, c'était vraiment spécial de commencer, puis tout le monde était extrêmement excité, tu sais. Fait que, non, pour moi, la RAC, ça a été une expérience exceptionnelle, et tout ce que je pensais que ça allait être, c'était ça et bien plus. Fait que ça, c'est important, tu sais, surtout pour des first-timers, là, appelons-le comme ça, où des fois, t'es pas sûr de qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer, whatever. Pour ma part, moi, ça a super bien été. Tu sais, le départ, même la journée avant, le pasta party qu'on a fait le soir d'avant, le sommeil, ça a été correct, tu sais. Mais non, tu sais, moi, j'ai aimé ça. Le parcours était exceptionnel. Même, tu sais, moi, le Nordique, j'anticipais qu'il me faisait un petit peu peur. Tu sais, quand j'étais arrivé en haut, j'ai dit, finalement. C'était pas le pire du parcours, moi, je pense. Mais c'était un petit peu l'affaire que j'anticipais le plus, mais pour le restant, tu sais, j'étais comme, gars, fais-toi confiance, t'es capable. Tu sais, vous me l'aviez dit souvent, tu sais, oui, ça va bien aller, lâche pas. Puis c'est exactement ça qui est arrivé, tu sais, tant au niveau des ravitaillements pour la bouffe, il y en avait pas mal. Fait que ça aussi, c'est rassurant. Les gens qui nous encourageaient sur la route, des amis que je savais même pas qui allaient passer, venir m'encourager en auto. Fait que, tu sais, ça, c'était spécial, tu sais. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Fait que non, moi, j'ai aimé mon expérience d'un bout à l'autre. Puis c'est pour ça que, je pense, 3 heures après, je vous ai dit, OK, go pour la 500 l'année prochaine, tu sais, parce que pour moi, c'était, si déjà le 300, tu l'as bien maîtrisé puis que ça a super bien été, OK, parfait, tu sais, mets-toi donc un petit peu plus en danger puis pousse la note pour le 500 l'année d'après, tu sais, puis c'est exactement ça que je veux faire et voir aussi, tu sais, c'est un peu aussi de tester ses limites, tu sais. Des fois, tu sais pas où
c'est quoi l'espèce de trigger point que tu peux atteindre. Puis, tu sais, si tu le maîtrises, le 500, parce que tu t'es bien préparé, tu dis, OK, ben, what's next? Tu sais, le 1000, OK, le 1000, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le vois, tu sais. C'était quoi le vibe dans la course? Est-ce que tu as croisé beaucoup de monde? Tu sais, c'est comment? On n'a pas vécu de l'intérieur? Ben, tout le monde était gentil, tout le monde s'encourageait, tout le monde, autant des équipes de 4, là, je me rappelle pas c'était qui l'équipe, mais il était comme, hey man, lâche pas. Ils ont passé rapidement, là, mais lâche pas, man, ça va bien dans le coin de Saint-Côme. On se voit plus tard. Puis j'étais comme, yes, tu sais. Puis non, tout le monde avait un beau vibe, tout le monde était heureux, tu sais. Je voyais pas des gens avec des faces défaites, là, tu sais. Puis à différents moments, on en a croisé des gens, tu sais. Puis on était tous, tu sais, hey, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Hey, c'est cool. Hey, écoute, il en reste pas long, on est quasiment fini. Puis tu sais, c'était ça. C'était vraiment un genre de espèce de party. Moi, j'ai pas senti ça comme une course parce que je savais bien que j'allais pas finir podium. Fait que pour ma part, c'était vraiment, comme je vous avais dit l'année passée, tu sais, have fun, don't finish last. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis moi, j'ai eu du plaisir. Puis c'était ça qui était important à la base. T'sais. Au niveau des posts, c'est quoi ton rapport? J'ai roulé sur le vélo pendant X nombre d'heures, j'ai pris tant de minutes, heures de post. Tu as été pas mal constant sur le bike ou t'as arrêté? Ouais, quand même. Ouais. Mais des fois, j'arrêtais rapidement, tu sais, me reclaquer un coke juste en coca ou... Pas de la coke, un coke. Un coke, bien sûr. Mais soit ça ou à la salle de bain, mais ça, c'est quelque chose que il faut que je retravaille parce que je pense, en tout cas, moi, je pense que j'aurais dû manger peut-être un petit peu plus, mettons, un sandwich ou quelque chose comme ça. J'ai pas eu une... Solide un peu plus. Ouais, mais j'ai pas eu une grosse drop d'énergie, tu sais, mais je pense que ça m'aurait aidé à être peut-être un petit peu plus constant. Tu viens-tu de brûler combien de calories sur la course? Par cœur, non. Okay. Mais c'était pas autant que je pensais. J'ai l'impression que moi, quand j'avais testé, me semble, c'est autour de 7-8 000 calories. Je l'avais fait tranquille, mais genre sans jamais m'arrêter. Là, je pense que j'avais 40 minutes d'arrêt sur le 320. Ouais, j'ai pas mais un j'avais gros nombre d'arrêts. Peut-être un peu plus, peut-être 7-8 000. Mais comme moi, j'ai mangé sans arrêt. Là, je mange sans arrêt. Là, genre sans fucking arrêt, j'ai de quoi dans la bouche. C'était pas mal ça le plus possible, mais j'avais soit des jujubes, soit des Sour Patch, un peu de noix, sirop d'érable. J'avais des pochettes en silicone. Là, ça, j'en avais plus que pas assez. T'arrêtes au bouffe ou t'as acheté sur le parcours? Je suis parti avec noix, jujubes, sirop d'érable. Puis, tu sais, j'avais des backups, là. Ouais. Puis, sur la route, tu sais, Coca-Cola, mettons, j'ai pris un petit sandwich de dépanneur rendu à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, de mémoire. De l'eau dans des dépanneurs. Pas mal ça, je te dirais, là. Mais, tu sais, ouais. Sirop d'érable straight, tu mets de l'eau un peu dedans? Ou... Ben là, j'ai réalisé que c'était peut-être le sirop controversé que j'ai pris. Ah! Coupé au sucre? Ben écoute, ça a fait la job. Là. Moi, c'était du sucre. C'était parfait. Du sucre pour du sucre, là. Ouais, ça goûtait le sirop. C'était ça l'important. Ouais, c'est ça. Exact. C'est l'enfer, cette histoire-là. Là. T'as entendu ça? Non. Il y a un gars, un producteur de sirop d'érable, qui a coupé moitié son sirop avec du sucre. Non. Ouais. Ah là, c'est la grosse affaire. Des barils, ça passait à la facture. Il importait des barils de sirop de l'Ontario, pas que ça passe dans les quotas. En tout cas, tenant une histoire. Ah oui. Là, il décrédibilise le sirop d'érable du Québec, là, parce que le gars, il fait twist. C'était finalement du sirop de poteau-ish. Et ça me fascine comment les gens vont trouver des manières de twister l'affaire pour faire 10$ de plus et tout. Incroyable. Ouais. Tu sais, mon cousin, il y a des rabillages, je vais lui demander s'il est au courant de ça. C'était plus Non, ben c'était à Saint-Chrysostome. Ah ouais, ça, c'est dans mon coin. Saint-Chrysostome? Non, Saint-Chrysostome. Saint-Chrysostome, d'ailleurs, il y a un Demolition Derby, si jamais tu veux une expérience sociale. Quoi?
Tu sais, les voitures qui se foncent dedans, là. Ah, genre, okay, ils font genre un enclos avec des vieux chars. Redneck, ouais, c'est quand même. On dit bonjour aux gens de Saint-Christophe. Ils sont tous cousins, cousines. Ils achètent des pick-up chez nous. Ouais, c'est vrai, deux conducteurs de pick-up ici, je me sens en minorité comme sur la route avec ma vieille Sonata. Travail, garde-là. Ah là là. C'est garé côte à côte. Ah, ma voiture, elle va mourir entre mes mains, je pense. Écoute, la voiture est une dépense que j'ai pas envie d'avoir, donc je vais siphonner chaque kilomètre qui me reste de cette voiture-là. Super bien. 204 000 km en ce moment, merci. Ouais, beaucoup. c'est ça. Le problème de Hyundai, c'est que c'est fait solide. 100%. Je l'entretiens. Bon char, je l'entretiens pas, là. Je fais genre 2 changements d'huile par année. Merci, bonsoir. Puis je garde ça jusqu'au bout. Ben oui. Donc 300 missions accomplies. Toi, t'as trouvé le Nordais difficile? Non. Okay, en fait, c'est que j'anticipais que ça allait être difficile. Je l'avais jamais fait. Parce qu'il y avait des côtes plus il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ben là le Nordais là j'étais comme bon, OK. Fait que moi quand je suis arrivé au Nordais, tu sais, je veux dire je me suis paissé puis je me suis dit ben t'as pas le choix de monter, fait qu'il fallait c'est des up and down et tout. Fait que mais le plus dur c'était en tout cas c'était à Sainte-Anne-des-Lacs. Ouais. Donc, la dernière montée bien intense. C'est-tu celle après Saint-Sauveur, là? Ouais. Ouais, ben, j'allais justement dire. La plus tough. J'allais justement dire, pour moi, la plus tough du parcours, c'est juste après la glissade des pays d'en haut, là. Tu tournais, t'avais genre un genre d'épingle, puis là, ça montait pendant 3 km de temps. Mes amis sont venus m'encourager. Je savais pas, c'était un drôle d'adon, là. Mais j'étais comme, aïe, c'est quoi les chances, tu sais. Mais ça, c'était cool. 16-17%. Ouais, mais sinon, ça a bien été. Nice. Puis là, pour t'entraîner sur ton 500 cette année, est-ce que tu te mets dans le dur, genre tu vas aller rouler de nuit de temps, 100%. Probablement que la première nuitée, là, appelons-la comme ça, moi j'ai la chance de demeurer à côté du petit train du Nord à Sainte-Adèle. Donc à mon humble avis, la première, tu sais, je roule la nuit, le soir ou la nuit en fat bike l'hiver. Déjà t'as un peu c'est une perspective complètement différente, mais je pense que pour me rassurer si on veut, je pense que je vais faire un 200 vers le nord sur le petit train du Nord de nuit où tu sais on va partir à 21h okay. C'est un des premiers buts en fait. C'est un gars qui se couche tôt dans la vie ou qui se couche tard? Depuis quelques temps, c'est quoi tard, ça dépend. Là. Moi, je suis rendu à 9h. Mettons, à 10h, il faut que je dorme. C'est tôt. Tu te couches tard, tu sais? Bon, 11h30 au moins. Hein. Ah, non, l'été, genre des fois minuit et quart. Moi, le matin, par contre, c'est vrai. C'est pas fonctionnel. Ah, ok, non, moi, c'est ça. Moi, l'idéal, je peux me coucher à 9h, me lever à 6h le matin. J'aime ça le soir, j'aime ça la nuit. C'est un homme de nuit, toi. Ouais. Mais tu vois, ce qui est important de dire, cependant, pour la RAC 300, c'est que moi, j'ai de la médication à prendre, entre autres pour dormir et le soir. Oh ben, okay. Donc, ce qui a été intéressant, c'est de discuter avec mon pharmacien pour voir c'est quoi la recette à utiliser. Parce que là, je leur ai expliqué, ben là, écoute, moi, je vais me lever à telle heure. Ça fait somnoler ou ce que t'as? Okay. Fait que j'ai dit, moi, tu sais, qu'est-ce que tu me suggères dans la médication? Comment on. C'est pour ça quoi les plans forts, là. C'est pour ça que tu prends de la coke pendant la rack pour. Le pot belge. Mais non, puis. Cocaïne, amphétamine. La recette qu'on a utilisée, ça a été parfait. Okay. Là, pour le 500, ça va être différent, mais ça va être je prends une semaine de vacances avant, entre autres pour acclimater ces affaires-là. Okay. Oui, absolument. Mais c'est correct parce que quand on a un support médical et qu'ils sont là pour nous aider parce qu'ils connaissent mieux que quiconque ce qui se passe puis les effets sur le corps, ben à ce moment-là, t'es bien guidé. Puis si tu respectes ça, ça va bien aller. Ah ouais, c'est quand même. J'avais pas pensé à ça. C'est quand même un défi. Si tu prends la médication pour dormir et tout. Oui, et pour autre chose, mais oui, absolument. Puis c'est super important de la respecter. Donc après ça, c'est de voir comment on peut l'adapter selon la réalité qui est un peu hors norme. Un peu comme Carl avec son diabète. C'est des adaptations tout simplement. T'apprends à vivre avec. Ouais. Exact. Est-ce que, sachant ça, tu serais plus d'avis à dire on part, je ne sais pas à quelle heure le 500 part? C'est pas le soir? Matin. Non, on part le matin, non? Ah. Tu vas partir le matin, tu vas dormir plus la nuit quitte à te lever, ou est-ce que tu serais capable de dire j'arrive à la base de vie, je dors un 4 heures là puis je repars, ou t'es mieux de jamais arrêter puis de pas dormir, ou Ça va être une bonne question qu'il va falloir que j'essaie avant la RAC, en fait. Ça, c'est la partie gestion qui va être
importante. Ouais. Ouais, parce que c'est ça qui change beaucoup de choses. Tu sais, je parlais avec des gens qui avaient fait le 500 puis ils avaient dit on a dormi sur des tables à pique-nique dans des toilettes publiques. Puis j'étais comme, damn. Public, c'est rare. Fait que j'étais comme, nice. Fait que là, comment je vais gérer ça? Mais ça va être à essayer. Tu sais. Je pense que la meilleure façon de le faire et de se connaître, c'est de voir comment tu vas gérer ça. Ouais. Tu sais ce qui manque au Québec? Des cimetières. Ben moi, je reste en avant d'un cimetière. Ouais, mais en France, les cimetières, c'est pas pareil. T'as un portail. Pour moi là, genre sur la rafle, je vais dormir dans les cimetières. T'as de l'eau. Ouais, c'est sûr que c'est mort pas mal. T'as un portail, t'as de l'eau. Tu sais, c'est des espèces de petits des cailloux, genre. Donc là, tu sais qu'il n'y a pas d'eau qui va stagner. Tu sais, t'auras pas une rosée. Puis t'as la paix parce qu'il y a personne qui va être dans un cimetière le soir. Exact. Puis tu sais, t'as vraiment un muret, fait que ton bike est en sécurité, tu le mets sur le muret, tu trouves des fois la petite cabane du jardinier, quelque chose comme ça. C'est incroyable. Genre les cimetières en France, c'est des motels de luxe. Nice. C'est ça qui manque au Québec. Nice. Parce que dormir dans une toilette publique, je suis pas sûr que je le ferais. Là. T'imagines, il y a Raymond Trucker, 62 ans, qui passe à essayer. C'est clair. Puis il y a la fatigue aussi accumulée sur le 500. Là. Tu sais, tu vas pas bien dormir dans la... Ben, très rares sont les gens qui vont réussir à dire OK, je ferme les yeux, je dors 4 heures. Si tu dors des 20 minutes, 30 minutes, puis tu repars au final. C'est un truc aussi de s'entraîner quand t'es fatigué. T'en parlais un peu tantôt. T'as roulé un 200 le samedi, puis tu vas rouler un autre 150-200 le dimanche, tes jambes plus lourdes, ou tu te couches. Tu roules tard le samedi, puis tu roules tôt le dimanche pour voir un peu... parce que c'est là le mental, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui sont... Ils deviennent en crise de rouler pas vite. Genre, des fois, les gens se disent OK, moi, mettons, sur un 200, ma vitesse, c'est entre 25 et 32 km/h. Puis là, tu roules ton 150, ça va. Puis le lendemain, tu repars. Puis là, les gens, on dirait qu'ils se mettent un peu dans un état de frustration. Ils se mettent en mode récupération déjà. Non, ils sont juste comme en mode... Eux, ils espéraient être capables de garder un rythme fort malgré la fatigue. Ça, mais c'est ça, mais c'est fou, genre... Puis moi, ça m'a pris du temps à comprendre aussi. Fait que je parle par expérience, mais comme... Faut t'accepter que ton corps va avoir des up and down aussi. Ben oui. D'où mon affaire de tantôt, quand je disais mon premier 50 km, c'était amplifié quand t'es fatigué. Ben oui. Le troisième jour, le seul que je commute pour aller travailler, le matin, là, mes jambes, c'est 2 billots de bois, même si je me suis massé, puis genre, je me suis stretché et tout le soir avant. Mais comme si ça me met en tabarnak, puis que là, je suis comme, ma vie, c'est de la merde, parce que j'ai mal aux jambes, j'ai pas envie. Là, c'est négatif, le mental est là. Mais si je me dis, ben, gars, je vais commencer tranquillement, puis ça va me réchauffer, puis je vais voir, puis rendu à milieu du commute, rendu à Longueuil, je suis correct, puis la vie est belle après. Mais c'est là où pour moi, le mental devient important, c'est dans les moments de fatigue où tu dois pas dissocier ce que tes jambes te lancent comme signaux, puis ce que ta tête t'amène aussi. Il faut que tu sois capable de dire, you know what? Le moment présent, ça va moins bien, mais dans 10 minutes, on réassessera, puis dans une demi-heure, on verra comment ça va aller. 100%. Absolument. La force du mental, je sais. Mais moi, c'est ça. Après 500 km où j'arrive plus, faut que je dorme, faut que je me repose, j'arrive plus à rouler. Ouais. Parce que je suis capable de faire une journée ou une journée et demie, genre à rouler à une bonne allure, mais tout d'un coup, tu sais, après un jour et demi, là. Ben oui. Fini, là. Mais sur un 1000 km, c'est ça qui est touchy parce que tu dois quand même jouer avec cette limite-là. Tu sais, si tu veux le faire le plus rapidement possible sans dire gagner, mais tu sais, tu veux vraiment challenger à dire à le faire en 48 heures, t'as pas le choix de jouer avec ça. Exact. Puis là, c'est comme, ça peut faire que ton deuxième 500, tu roules moins vite. Alors, est-ce que tu acceptes de rouler comme ça ou de dire, OK, je vais dormir 2 heures? Puis peut-être que ces 2 heures-là va être bénéfique, puis tu vas pouvoir rouler un peu plus vite. C'est sûr que peut-être, en tout cas, des fois, l'âge amène une certaine sagesse. Je pense que ça va être à un moment donné accepte ce qui est, tu sais, dans le sens où. Je sais pas. Ça arrivera jamais. Je suis trop débile pour ça. Tu dis le gars que des fois il arrête jamais, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être à voir. Tu sais, moi, j'anticipe pas de faire un podium ou tu sais, j'ai pas de pression de commanditaires qui s'attendent à ce que j'aille une médaille. Fait que pour moi, c'est d'avoir du plaisir avant tout. Puis l'organisation s'organise pour que c'est ce qui se reflète avant la performance. Fait que pour moi, ça aussi, c'est important. Parce que si c'est juste axé sur les top players, comme certaines courses de gravel aux États-Unis où ça a juste aucun bon sens, je pense que c'est ce qui fait que tu aimes ton expérience puis que tu veux recommencer. T'sais. Pour moi, c'est ça qui est super important à la fin de la journée. Ouais. Comment tu vas vivre l'effet base de vie?
Parce que ce qui casse les genoux, des fois, c'est de rentrer à la base de vie. T'as de la bouffe, t'as de la chaleur, t'as des humains, t'as tout. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile au point de juste faire un coucou puis de repartir parce que si tu déclipes trop longtemps après... Ben moi je suis pas quelqu'un qui aime s'arrêter longtemps en général. D'habitude je mange puis je repars. Mais dans ma vie personnelle c'est ça aussi. Mais j'aime ça aussi être dans ma bulle. Même dans ma vie personnelle. T'sais, j'aime ça faire du vélo tout seul, ça me dérange pas. Mais j'aime ça aussi être seul. Puis de faire du vélo pour moi c'est un peu mon me time. Fait que pour moi encore là, on sait jamais, mais en général, je pense que ça sera pas un facteur aggravant, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense pas que pour moi, ça va me déranger. Ça va être de, tu sais, fuel up, regen, repart, puis that's it, là, tu sais. Ouais, absolument. Nice. Bon, on va parler de l'impondérable avec toi, l'équipement. C'est quoi ton setup? C'est quoi ton... Est-ce que tu reprendrais le même setup que tu as utilisé pour la RAC 300 en termes de gearing, en termes de roues? Est-ce que... c'est drôle que tu me parles de ça parce que justement, je suis en réflexion, discussion avec des gens. Fort probablement que je vais grossir mon chainring. Juste pour aller chercher un petit peu plus de top speed. Fait, je vais passer de... Moi, je roule... ben là, cette année, merci à SRAM et Zip. Cette année, je roule le nouveau groupe Rival. Donc, je passe en 13 vitesses. C'est rendu 13 vitesses? Ouais, le Rival AXS est rendu en 13 vitesses. Mais c'est où la fin de tout ça, là? Je pourrais pas te dire, mais vitesses, moi, j'aime bien ça, essayer du gear, étant donné que ça fait partie de mon travail. Mais ça va être à essayer. En fait, SRAM m'a envoyé 2 setups. Donc, j'ai le Rival AXS XPLR qui est en 1/13 et j'ai le Rival 2x aussi qui m'a envoyé pour voir... Entre autres, ça va être d'analyser lequel des deux va peut-être mieux faire. Fait que ça, c'est intéressant sur 2 frames pareils. Fait que c'est ça qui va être le fun de comparer. Si, par exemple, je garde mon setup one by, moi, je roulais une 50 en arrière. Toi, tu moulines, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais tu vois, ça n'a pas été une mauvaise chose, sauf que avec une 42 en avant au lieu d'une 40, ça n'aura pas un gros impact négatif. Tu mets 42 en avant? Ouais, avec une 50 à l'arrière. Ouais, j'ai guéri mon 50 en avant. Toi, vous deux, vous êtes à l'opposé. Lui, il mouline, il fait 120 rotations minutes. Moi, j'en fais 62. Toi, t'en fais 62, le genre. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai de la misère à faire ça, mais tu sais, parce que je viens à cause du monde du vélo de montagne, je pourrais pas te dire. Mais fait que là, c'est ce gearing-là que j'analyse déjà. J'ai déjà commandé ce que j'ai besoin sur un autre de mes vélos, mais ça va être de voir. Même le 2x que j'ai pas roulé depuis, mon Dieu Seigneur, je me rappelle pas quand. Ça aussi, je suis très curieux de l'essayer. Voir, OK, est-ce que ça pourrait être un setup plus intéressant versus ce que j'essaye présentement. Puis je suis extrêmement chanceux de pouvoir l'essayer grâce à SRAM, merci, qui, eux, encore cette année, ont décidé d'embarquer dans l'aventure, de me dire, ben mon Dieu, nous, on aime avoir ton feedback, puis on aime ça voir que tu peux comparer, tu as cette opportunité-là, fait que je vais le faire à 100%. Au niveau du tout ce qui est guidon, fit, bike fit, ça reste tel quel. Au niveau des sacs... T'avais pas d'aérobore l'année passée. Non. Je suis pas super à l'aise. Question d'1 million de dollars sur le 500, est-ce que tu switches aux aérobores ou non? Ben en fait, j'ai commandé un guidon chez FSA qui est compatible avec des aérobores. Ça va être à voir. T'as pas l'air confiant. Je suis pas confiant, mais encore là... Il va en mettre pour faire sécher son bib. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, tu te fais du bacon dessus avec des élastiques. Mais ça va être à essayer, mais à date, ça serait pas une mauvaise chose. Il va falloir que je l'essaie. Parce que là, à 500, c'est... tu sais, je pense qu'un 300 sans aérobore, ça le fait. Ça passe, là, ouais. Mais en haut de 500, juste même si tu fais des 5 minutes, ça relaxe quand même beaucoup tes... Ben, je changeais beaucoup de position. Je le fais déjà beaucoup, mais je change beaucoup de position de main souvent. Moi, je suis pas quelqu'un qui roule beaucoup dans les drops, mais tu sais, sur le dessus, sur le top des cocottes, je changeais tout le temps, justement, pour garder tes mains actives.
puis pas être un peu une numb-hands, quoique mon fit est bon, mais c'est en réflexion, étant donné qu'il a fait ça, justement, m'ont demandé, tu sais, tu veux-tu, là, on t'envoie le guidon, mais tu veux qu'on t'envoie les aérobars? Je dis, laissez-moi voir. Ça va te soulager des fois certaines parties, là, ça te repose une partie, puis après... exact. C'est con, mais c'est... Tu gagnes tellement. Tu gagnes, des fois, tu vas gagner genre 1, 2, 3 km/h sur ta position juste parce que t'es allongé sur ton bike. Genre, depuis, j'ai remis mes barres sur mon bike pour m'entraîner pour la RAF à reprendre parce que c'est quand même une position. Ouais. Les premières fois, tu sais, tu vas te sentir coincé parce que ta respiration, elle change. Ouais. Mais là, je me suis réhabitué. Ça n'a aucun sens. Ben, quand tu roules à 28 d'habitude, là, tu vas te mettre dans les barres, t'es à 30. Mais c'est juste c'est vraiment que la position. Tu mets la même force et pédale, tu gagnes 3-4 km/h. Ben, moi, j'avais essayé le FSA A-Wing AGX qui avait une espèce de loop en avant qui n'est pas des aérobars, mais pas loin. J'avais vu une grosse différence. Mais tu sais, c'est fixe, là, dans le sens que tu peux ajuster l'inclinaison de ton guidon, mais oui, j'avais vu une grosse différence. C'était quasiment on-off. Là. Ça aussi, c'est l'affaire. Moi, j'ai toujours de la peine quand je vois, peut-être tu roules de même, mais les gars qui mettent des aérobars horizontales sur le vélo, là, puis là, ils sont vraiment, par en avant. Ouais, ça, c'est plus que tu fais un chrono, genre de 20 kilos, là, une course. Des fois, où je vois les photos des courses ultra, là, puis j'en vois tout plein qui font... Mais en même temps, j'ai regardé mon premier bike d'ultra puis je faisais cette erreur-là, mais aujourd'hui, mes aérobars... Et moi, j'ai remonté, puis j'ai changé mes barres. Avant, j'avais des barres où mes poignets se mettaient en avant. Maintenant, c'est des barres qui remontent à, je pense, c'est 60 degrés. Donc, mes barres, elles montent vraiment droit comme ça. Puis, je les ai tournées vers l'intérieur. Ça veut dire que je suis vraiment en position naturelle. Là. J'ai aucune tension sur les poignets et tout. Là. Je suis vraiment un peu vers l'intérieur, puis le poignet droit, pas cassé. Moi, j'ai collé ça va vraiment changer. Moi, j'ai collé dans le fond, j'ai twisté les miennes pour qu'ils arrivent comme ça. Fait que j'ai une position où moi, je me mets comme ça aussi. Là. C'est comme je fais une prière. Moi, je peux mettre comme ça, mais naturellement, je sais pas si c'est Jésus à qui je prie. Des fois, je pense à Jesse, ça me donne du courage. Je me dis, que ferait Jesse à ça? C'est ça. Pogacar, il y a Hulk sur son guidon. Moi, je vais mettre un sticker de toi sur mon guidon. En bobette, là. Tu sais, comme ça, là, avec des pétales au bord du lit. Bon, fait qu'il y a les aérobars, peut-être. Peut-être. Mais sinon, au niveau du restant, tu sais, moi, j'avais roulé avec un Camelback. Ouais. Ça, c'est sûr que ça reste 100 000 $. 2 litres dans le dos, je pense. Ouais. C'est pas lourd? Non. Tu sens pas. Je comprends pas. Tu le sens pas. Ah, non, c'est faut l'essayer pour le... Ouais. Moi, l'année dernière, j'étais sceptique là-dessus, là. Ouais. Jamais de la vie, tu mettras un sac pour aller faire ça. Ça a pas rapport. Puis finalement, tu le sens pas. Moi, ça fait 4 ans que je roule avec ça. Tu peux loader encore plus de bouffe sur les deux poches sur le côté, là, c'est magique. C'est ça, pour la 2500, moi, je vais mettre une veste de... Mais avec... Je pensais mettre 2 flasques de 500 à l'avant. Non, les flasques, c'est de la merde. Faut t'es de la merde, c'est pas mais tu chases le Chase Bike Fest. Mais si je connaissais un rep chez Cabo. Mais par contre, moi, l'interrogation que j'ai, parce que moi, je l'ai beaucoup utilisé quand il faisait frais ou. Mais c'est quand il fait chaud. Je sais pas si je mettrais un sac, peut-être juste une poche en arrière là, dans le dos. Ah, ben non, parce qu'il est ventilé. Ouais, je sais pas. Tu sais, moi j'ai le Chase Bike Vest, là, Camelback m'en avait envoyé, puis vraiment préféré, c'est la dernière génération du Chase Bike Vest. C'est subtil, j'ai roulé avec des 40 degrés là. C'est hyper ventilé, l'eau. C'est super correct, là, mais t'as pas le sentiment... Les chauds, c'est sûr, là? Non, c'est ça qui est drôle. Je suis pas... T'as l'eau dans le dos. Je suis quelqu'un qui sens pas la poche dans le dos, tu sens pas. Les flashs, justement, ça va... Ouais. Tu vas les avoir là, ça va te mettre du poids en avant, ça va être déséquilibré, puis tu pourras avoir de la bouffe à la place. Ouais. Ah, ça, on aime ça, la bouffe. Ouais. Puis on pense quoi des sous-couches avec le truc pour la poche? L'avez-vous essayé, ça? Ben, à cause de Stein, ma compagnie de vêtements de vélo, on travaille un peu là-dessus sur quelque chose. Est-ce que je vais l'utiliser pour l'arrêt? Je ne sais pas. Parce que c'est le nouveau buzz. Mais moi, j'ai pris ça. Moi, je vais prendre ça pour la Race Across Paris. C'est un maillot. C'est pas un sous-vêtement, c'est un maillot. Non, c'est ça. C'est un maillot. Par contre, tu mets ton bladder. Par contre, moi, ce que je trouve pas idéal, c'est que la poche, c'est pas des poches exprès. Non. Elle s'affaisse vers le bas. Ouais. Je pense que ça prendrait une poche qui soit un peu plus rigide pour que ça garde la place dans le maillot. Donc moi, je pense que là, je vais le faire comme ça, mais à un moment donné, il faudrait comme pas tenter un truc pour faire en sorte que ta poche, elle reste vraiment moi, plate. Le manufacturier avec qui je travaille, là, on est dans
la composition de ce qui fait le sac à dos qui tient le bladder, si tu veux, parce que oui, tu as raison, il faut quasiment que tu designes le jersey en fonction d'un bladder très particulier. Il faut que tu puisses l'attacher en haut pour pas qu'elle glisse vers ish, mais encore là, pas évident, mais tu sais, ça reste un liquide. Mais on s'entend que c'est juste pour être plus aéro, là. Ouais, mais là, du coup, sûrement, si tu veux pas avoir un truc chaud avec les poches et tout, là, t'as rien, t'as juste une poche dans le dos. C'est pas chaud, là. Je veux dire, c'est une strap. Mais tu viens de poser la question que ça a l'air vraiment chaud d'avoir. Ouais, mais je me dis d'avoir le truc dans le dos, c'est encore pire. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une isolation de ta poche puis le sac. Ben, moi, c'est ce que j'anticipe. C'est de l'eau, en plus. En tout cas, tu sais, ton corps, il génère de la chaleur, là. T'es chaud comme un petit poulet, toi, là. Je te mets ça dans le dos, non? La bonne classique bouteille de Gatorade dans la troisième poche en arrière. Ou une IPA, mais ça rime. Mais... En rouleur, mais... Une grosse double IPA à 3h du matin. Mais non, je pense que c'est dans la fabrication de ce fameux jersey-là qui rentre en considération. C'est sûr qu'avec mon background en fabrication d'équipements militaires, c'est des choses qu'on a déjà couvert pour certaines affaires. Mais ouais, c'était à essayer, mais personnellement, je suis pas super convaincu. Je dois t'avouer que ça fait 4 ans que je roule avec Camelback. Le Camelback, j'en ai eu plusieurs, puis pour moi, c'est une recette exceptionnelle. Puis pour les sacs et tout, là, je me souviens que tu avais un sac de cadre. Ouais. C'était à peu près tout ce que tu avais. Tu avais un top tube. J'avais un top tube bag complet, un sac de cadre. Puis moi, mon cadre, il y a un storage box. Okay, j'avais des tubes de spare dans le frame. En dessous, j'avais un toolbox avec des trucs de réparation. Sinon, genre un troisième porte-bouteille avec ton... Exactement. Puis dans mon frame bag, j'avais tout ce qui était nécessaire, le cadenas, sifflet et compagnie. Bonbons de plus, des choses comme ça. Des bonbons mon espèce de sous-verre, de porte-verre que j'avais mis bien des bonbons dedans. Mais non, ce setup-là convenait amplement. C'est sûr que sur le 500, tu as le facteur que peut-être qu'il faut que tu t'amènes une couche de plus ou quoi que ce soit. Fait que je mettrais peut-être un handlebar bag à ce moment-là. Pas sous la selle? Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Fait que tu mets... Parce que, tu sais, il faut penser... tu roules la nuit, on l'a vécu, là, il fait 8 degrés de moins, il n'y a pas de soleil, fait que les gants deviennent intéressants, un cache-cou. Des fois, moi, je me mets des leg warmers et tout, ça prend de la place. T'as confiance d'avoir un bag assez gros... encore là, tu sais, ça va être un setup à essayer. C'est tout dans la préparation, je pense, parce que si tu surestimes tes capacités ou ton litrage ou whatever, ou en tout cas, tu vas peut-être te faire pogner. Il y en a beaucoup qui m'ont dit fais attention à ça, fait que c'est intéressant. Il faut pas que tu t'emballes tes peurs dans tes sacs, mais il faut que tu sois prévoyant. Il y a comme une ligne, il y a une zone grise entre pacter comme si tu partais en camping, puis penser qu'avoir un coupe-vent, ça peut être pratique à 2h du matin quand tu commences à geler parce que t'es fatigué. En plus, quand t'es fatigué, en tout cas, moi, je gèle en 2 secondes. Puis c'est fou, hein? L'année passée, on avait roulé avec des amis, puis on avait fait une ride de soir qui finissait genre à 1h du matin. La seconde que le soleil se couche, là, t'as des îlots de froid, là. Genre, tu pars dans un village, ça va, puis là, t'arrives dans un champ, il y a rien, il y a genre une petite brume, puis là, tu viens... Moi, je mets toujours la température sur mon Garmin, puis là, je voyais genre, mettons, 19 degrés, 14 degrés, 18 degrés, 13 degrés, puis le petit drop, là, c'est l'enfer. Puis là, après ça, tu deviens froid, fait que tu refroidis. Ouais, puis la fatigue, puis le fait qu'au bout d'une certaine distance, ton pace est moins rapide, donc tu te réchauffes moins aussi rapidement. Incroyable. Ben, très cool. T'as-tu d'autres questions, Jessie, pour notre invité? Ben, c'est quoi ta plus grosse crainte ou le truc que tu dis va falloir que... Pour l'Arak 500? Ouais. Pas de crainte ou genre un pas challenge le finir, peut-être, mais... On ne sera pas abandonné. Non, mais dans le département des craintes, peut-être de pas le finir, mais je pense que il faut vraiment que tu prennes ta préparation au sérieux comme je l'ai pris pour le 300. Puis je pense que si tu la prends au sérieux puis tu t'organises pour tout accomplir, ce que tu es capable de faire, à mon avis, il
En tout cas, à moins qu'il y ait des éléments extérieurs que tu ne contrôles pas, bien entendu, mais il n'y a en théorie pas de raison que tu le finisses pas. Bon, il peut toujours arriver un paquet d'affaires, mais c'est pas des choses auxquelles je pense. Pour moi, encore, la stratégie cette année, ça va être prépare-toi comme il faut et du plaisir avant tout, puis arrange-toi juste pour pas finir dernier. C'est pas mal comme ça que moi je le vois. Puis, à mon avis, je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter pour un first-timer de 500 km. Parce que tu peux se faire la bille l'année prochaine, fait que... Ou aller en France ou aller en essayer un autre. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu aimerais faire y a une course en Europe qui te titille le plus? J'ai pas... là, je focus beaucoup sur le Québec, mais j'ai pas regardé encore, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je sais pas encore. Ça va être à voir. Il va peut-être avoir des nouvelles race across intéressantes qui vont se développer. Fait que ça va être à évaluer, mais j'aimerais ça aussi me sortir encore plus. Là, t'es ailleurs, tu sais, dans le sens que t'es vraiment pas chez vous. D'ailleurs, faut que je te parle d'un projet, d'ailleurs. Oh. Après la RAF 2500, j'ai mon prochain projet en tête. Okay. Ça, c'est quoi? Ben, vas-y. D'exotique, j'aimerais aller faire la Atlas au Maroc. Oh my god. La classe mountain race sur mountain bike? Mountain bike? C'est ça qui est drôle. OK. Ben, j'ai écouté plein de vidéos dernièrement, puis il y a de plus en plus qui le font en gravel XXL, là, mais les gars qui... tu peux faire hardtail, là, ça va, là, c'est des routes. Là, oui, mais hardtail ou en gravel, si t'as des skills de mountain bike. Mais moi, ça me prendrait un full... c'est ça, ça me prendrait notre projet Jack Rabbit qu'on a fait avec Locked and Loaded. J'ai écouté plein de vidéos, puis comme ça a l'air malade, man. Moi, c'est ça a l'air. Moi, c'est Tour Divide, Atlas et Silk Road. Moi, c'est les trois que j'aimerais faire dans ma vie. Là, c'est les trois. J'ai des marques qui m'achalent vraiment pour aller faire le Leadville. Ça va être énorme. Il aimerait bien ça que j'y aille parce que... T'es haut en altitude, hein? Ouais, mais c'est une course qui est aussi mythique. Tu sais, là, les drop bars sont maintenant bannis puis tout ça, mais... moi, ça fait quelques fois qu'on me dit, c'est quand tu fais le Leadville, puis j'étais comme, je suis pas rendu là dans mon cerveau. Non, là, il y a l'affaire, puis il y a l'affaire. C'est ça. Mais bon, c'est juste pour le trail, ça m'intéresserait. Mais c'est sûr que moi, à la base, je suis beaucoup plus un gars de gravel, mais je découvre de plus en plus l'ultra, puis j'aime ça. Tu sais, je n'étais pas à la base un roadie comme il se doit, mais d'avoir été aussi bien encadré, pré-race across, en faisant des rides, en ayant aussi votre input, en ayant aussi rencontré des gens qui l'ont participé. Ça fait que t'aimes ça, tu sais, puis c'est excitant. C'est pas... Exact. Cool, c'est le moment où tu plugues tes choses. Après ça, on wrap up. Ouais, êtes-vous prêts? Donc, on a fait la moitié du podcast. T'as 2 minutes, c'est 2 minutes. Non, mais donc, il va bien entendu avoir un article sur il y a déjà des articles sur la Race Across 500 au niveau de la préparation des essais de produits. C'est sûr que la Race Across, c'est aussi un terrain d'essais de produits pour arriver à un setup idéal. Merci à toutes les marques qui embarquent au cours de la saison. Donc, vous pouvez regarder ça sur All Day Magazine, que ce soit Facebook, Instagram ou le magazine allday.life. Sinon, il y a ma compagnie de vélo qui est Locked and Loaded. On fait beaucoup de vélos d'aventure, incluant un vélo qui s'appelle le Nordais grâce à vous. On a créé ce vélo-là pour faire la Race Across qui s'appelle le Nordais. Fait que Locked and Loaded sur les différents réseaux sociaux et vêtements de vélo Stein, qu'on fait des bibs, tout ça pour un petit peu plus la longue distance, des choses comme ça. C'était très beau l'année dernière, le jersey. Oui. Noir et blanc. Ouais, toi, t'avais pas eu de bib, hein? Faut que je t'emmène ça. Non. Mais là, je pars à Vancouver demain, j'amène le jersey. Puis le seul, puis tu sais, je l'ai dit ouvertement, là, parce que les gens me posaient des questions, mais le seul jersey non Stein que je vais porter, c'est celui de la RAC. Qu'il faut que je commande, d'ailleurs. Mais c'est celui de la RAC que je vais porter parce que je le trouve super beau. Je l'avais vu au Salon du vélo en primeur. C'est le seul non Stein que je vais porter. Cool. Le maillot de la RAC pour, bien entendu, vous supporter. Donc, c'est vraiment mes trois entreprises phares. Sinon, merci beaucoup au groupe du Clos pour le support pour la saison aussi et Leadstream. Excellent. Super. Sur ce, merci. Merci à vous autres. On va se revoir au courant de l'été. Oui. Ciao. Bye.